Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir le corrigé de l'examen blanc. Alors bien sûr, cet examen blanc, ça, il a pour but de vérifier les acquis et vous mettre dans une situation examen. Donc j'espère que vous avez connu les lacunes que vous avez commises, hein, d'accord? Donc la correction, c'est très importante. Ça va nous permettre aussi de réviser toutes les lacunes que vous avez eues lors de cet examen blanc. Bien, on va essayer de commencer à le corriger, hein, étape par étape. Donc, suivez-nous, hein. Il ne faut pas s'arrêter au début, s'il vous plaît. Suivez jusqu'à la fin. D'accord? Bien. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'était un suiveur solaire à deux axes. OK? Entre-temps, c'est un suiveur automatique. OK? Donc, c'est un examen qu'on a fait à distance. Donc, j'espère qu'on va tenir tous les renseignements utiles. Bien. Alors, on va commencer tout d'abord, donc toujours lors d'un examen, un conseil, s'il vous plaît. Essayez de lire le sujet complet. D'accord? Organisez-vous. Ne paniquez pas. Allez doucement. Lisez doucement et prenez note. Marquez, remarquez tous les mots-clés, les mots en surbrillant souvent. Ils vous donnent beaucoup d'informations. OK? Donc, le corrigé, toutes les solutions, ils sont dans votre sujet. Donc, ne se précipitez pas à prendre des décisions et des réponses comme ça au hasard. Prenez votre temps et essayez d'aller doucement, mais sûrement. OK? D'accord? Donc, après une lecture, bien sûr, toujours l'examen, il commence par une analyse fonctionnelle externe. Bien, alors dans notre cas ici, on vous demande de compléter le diagramme Betacorn. Ah, d'accord, donc le diagramme Pythagore, toujours, c'est un outil, hein, qui va nous permettre de formaliser le besoin. D'accord? Alors ici, on ne va pas répondre directement, mais on doit voir tout le document. Est-ce qu'il n'y a pas des renseignements utiles qui vont nous permettre de compléter ce sujet? Alors, premièrement, alors on va aller directement au pieuvre, parce que aussi dans le pieuvre, on peut avoir des renseignements de solutions qui vont nous permettre de répondre sur le bêta-corne. OK? Donc, ici, par exemple, on cherche tout d'abord la fonction principale, parce que grâce à la fonction principale que vous voyez, c'est la fonction principale qui va nous renseigner sur à qui rend-il service. Bien sûr, le suiveur, il va rendre service souvent à l'utilisateur. OK? Et on va voir ici la fonction principale, comme il a été déjà décrite. C'est la première fonction, c'est la fonction, si vous voulez, prioritaire, essentielle, orientée automatiquement le module photovoltaïque face au soleil. Donc, sur quoi il va agir-t-il? Bien sûr, il va agir sur le module photovoltaïque. OK, donc c'est déjà écrit. Alors, bien sûr, le nom du système à l'intérieur, c'est le suiveur solaire. Et bien sûr, la fonction principale, c'est celle-là qu'on vient de dire. Bien, on passe directement au pieuvre. Alors attention, s'il vous plaît, le pieuvre, c'est une représentation aussi graphique du produit en termes de fonctionnalité. OK? On met le système à l'intérieur et tout autour, on met tous les éléments qui vont avoir un impact ou une influence sur le système, que ce soit une relation unilatérale, souvent ce sont des contraintes quand on a une relation unique, ou bien une relation qui va lier deux éléments extérieurs en passant par le système. Dans ce cas-là, on parle de la fonction principale. C'est la première fonction qu'on va mettre ici, FP1. Donc, vous voyez, il va relier deux éléments extérieurs en passant par le système. Alors, on passe à FTP2, d'accord? Donc, toujours ici, placer le module photovoltaïque en fonction de la position horizontale de sécurité en cas du vent. Donc, ici, c'est l'impact du vent en relation avec le module en passant par le suiveur. Ça, c'est une fonction essentielle. On doit protéger le suiveur solaire contre le vent, parce que si on peut pas le protéger, automatiquement, on ne va pas avoir de fonctionnalité. On passe bien sûr aux fonctions contraintes. Alors, fonction contrainte FC1, être alimenté par le module photovoltaïque, donc automatiquement sur relation, c'est lié au module photovoltaïque. Voilà.
Et la dernière fonction contrainte qu'on a mis ici, être alimenté par le réseau électrique. Donc, je cherche le réseau électrique, c'est FC2 et c'est terminé. Donc là, l'analyse fonctionnelle externe est terminée. Je passe maintenant à la situation d'évaluation numéro 2, qui est l'étude du mécanisme d'élévation. Alors ici, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un vérin électrique. Alors, un vérin électrique, souvent, c'est un système mécanique qui permet de donner un mouvement issu d'un moteur électrique qui va tourner un mécanisme et qui va bien sûr avoir une transformation de mouvement. Bien sûr, la rotation du moteur va être convertie bien sûr en une translation. Grâce à quoi? Bien sûr, grâce au système Vésicro. Alors ici, on vous donne tous les renseignements, toutes les données nécessaires qui constituent ce système-là, à savoir bien sûr le réducteur 1, qui est composé d'un engrenage dedans, un pignon et une roue, un réducteur 2, vis sans fin et une roue, et un vérin électrique. Tous les renseignements sont là. C'est très important ces renseignements. On va avoir besoin lors des réponses qu'on va avoir tout de suite. Bien. Alors, bien. Donc, maintenant, on va passer à la question numéro 3. Dans quel but a-t-on utilisé le système Vésicro? Donc, pourquoi on utilise le système Vésicro? Attention, la question ici, c'est dans son contexte, c'est-à-dire dans le cas où on utilise ici un vérin électrique. Bien sûr, c'est pour la transformation du mouvement. On va transformer le mouvement de rotation du moteur en une translation du vérin, bien sûr, de la tige du vérin, qui va avoir une translation linéaire. OK? Bien, deuxième question, le schéma cinématique. Bien sûr, on aura besoin d'une pivot et d'une liaison hélicoïdale, puisque c'est grâce à cette liaison-là qu'on va avoir la transformation du mouvement. Donc, vous voyez là, c'est très simple. C'est un schéma cinématique très simple. OK, alors la question numéro 5. Quel est le type de la liaison entre la chape 4 et le piston 3? Alors, on va directement chercher la chape 4, c'est celle-là, d'accord? Et le piston 3, c'est celui-là. Donc, remarquez ici qu'on a un assemblage entre 4 et 3. C'est un assemblage grâce à quoi? Grâce bien sûr à un taraudage. Et bien sûr, l'assemblage, ça va nous permettre de réaliser une liaison complète ou bien ce qu'on appelle aussi une liaison encastrement. C'est une liaison encastrement. Alors, question 6. Pourquoi le constructeur a-t-il utilisé la vis à billes au lieu d'un vis écrou ordinaire? Pourquoi on utilise la vis à billes? Donc, il faut toujours revenir. Les billes, pourquoi on a déjà créé les billes? Tout simplement, c'est pour réduire le frottement. Parce que vous savez que dans un vis ordinaire, on a souvent un frottement et le frottement va entraîner un jeu. Et le jeu va, bien sûr, influencer sur la précision du déplacement. Donc là, c'est pour réduire ou bien pour diminuer le frottement. Alors, on va passer directement au tableau. Alors, le tableau, c'est un tableau ordinaire aussi. Donc, on cherche la hauteur de la dent. Bien sûr, là, il s'agit ici d'une denture droite. La hauteur, c'est HA plus HF égale à 2,25 fois M, sachant que HA, c'est M et HF, c'est 1,25 fois M. Ça fait en total, donc l'application numérique, c'est 4,50. Pour les diamètres primitifs en général, c'est le module fois Z. Donc, dans ce cas-là, D1, c'est le module M fois Z1, D2, c'est M fois Z2, et ça donne le résultat suivant. OK? Alors, pour l'anthrax, c'est entre les axes des roues. On sait très bien que l'anthrax, c'est le diamètre D1 plus D2 sur 2, ou bien aussi, on parle de MZ1 plus MZ2 sur 2, ou bien le rayon carrément R1 plus R2. D'accord? Dans notre cas, on prend voilà, la solution. La raison. Alors, la raison, toujours, c'est bien sûr c'est Z menante sur Z menée, et bien Z motrice sur Z réceptrice. Ça, c'est clair directement. Donc, Z1 sur Z2, qui est égal, bien sûr, à N2 sur N1. N2 sortie, N1 entrée, qui est égal à 2 tiers. Et la vitesse de sortie, bien sûr, c'est N2, donc égal à R2 1 fois N1, égal à 933 tours par minute. D'accord? Vous savez que c'est simple à remplir et ça fait 3 points. Donc, il ne faut pas rater ce genre de questions.
On passe à la question numéro 8. Déterminer le rendement, hein, rendement global, bien sûr, des deux réducteurs et la vis écrou. Attention, ici, c'est le rendement. On ne parle pas de rapport. Bien sûr, le rendement, c'est le produit de rendement de chaque réducteur. Ce genre de questions, on l'avait déjà vu dans un vidéo que je vous ai envoyé. D'ailleurs, il faut les consulter, l'exercice. Hein, d'accord? Donc, ici, le rendement, c'est le produit des rendements globaux. OK? Ça fait 59,5%. Je passe maintenant à la question numéro 9. Le rapport de réduction globale aussi, c'est le produit des rapports globaux de chaque engrenage. Et ça fait bien sûr Z1 fois Z3 sur Z2 sur Z4. Donc, c'est bien sûr, c'est Z menante sur Z menée égale à 1 sur 25. Calculer la vitesse de rotation N2 de la roue 4 du réducteur 2. Donc, N4, N, hein, donc on sait que, bien sûr, N4, on va la calculer directement en partant du rapport, bien sûr, et ça fait 1400 fois 1 sur 25 égale à 56 tours par minute. On déduire ici la vitesse linéaire du déplacement de l'écrou. Donc ici, la vitesse linéaire, c'est R fois oméga, ou bien ici, dans notre cas ici, la vitesse linéaire, c'est N de la vis fois Z de la vis, c'est-à-dire le nombre de filets fois le pas de la vis. Et ça fait 448 mm par minute. Ici, on déduit le temps de déplacement. Donc, le temps de déplacement, on a la vitesse linéaire, hein, on a la course. Bien sûr, la course, c'est 1 mètre. Il faut la convertir en millimètres. Ça va donner 1000 millimètres. Et ça va nous donner tout simplement 1000 divisé par 448 égale à 2,23 minutes. OK? Donc, vous voyez que ces calculs-là, ils sont très simples à réaliser. Il faut faire juste attention, s'il vous plaît. Ne ratez pas ce genre de questions. Vous avez combien? 5 points. D'accord? Donc, 5 points qu'il faut vraiment les cumuler. Bien, je passe maintenant à la questionnaire, au questionnaire. Alors, je choisis ici ce questionnaire-là pour un peu vous donner un peu d'informations sur donc le cours qu'on a déjà vu. D'accord? Donc, c'est juste une révision, si vous voulez. D'accord? Donc, faites très attention, s'il vous plaît. Alors, question numéro 1. Alors, à titre indicatif, pour le barème, je n'ai pas tenu compte de ce barème-là, sinon ça va être difficile dans la correction. Alors, j'ai pris tout simplement, si vous avez mis une réponse juste, ça compte juste. Si elle est fausse, c'est fausse, ça veut dire 0. OK? Bon, le module d'une roue cylindrique droite à denture droite extérieure de diamètre de tête. Donc ici, on vous donne le diamètre de tête. Hein? Bien sûr, le diamètre de tête, dans ce cas-là, c'est 50 mm. Donc on ne le voit pas, mais vous pouvez le voir sur votre document. Et Z égale 23 dents. Donc, quel est le module? Alors, on sait très bien que le diamètre, tout d'abord, de tête, à quoi est égal la formule? C'est le diamètre primitif plus, oui, plus 2 fois M, 2 fois le module. Alors, bien sûr, c'est 2 fois HA. Alors, dans notre cas, ici, Z, c'est 23. Si je le multiplie par 2, ça va donner 46. Plus 2 fois 2, 4. 46 plus 4, ça fait 50. Donc, c'est 2 mm que je vais prendre comme résultat. Les freins. Alors, deuxièmement, les freins. Alors, ici, les types de freins. On vous demande ici disque. Oui, ça, c'est un type de frein. Ferrodon. Non, ça, c'est pas un frein. Ça, c'est une matière qu'on met dans la garniture. La même chose, la garniture aussi. C'est comme le caoutchouc. Hein, d'accord? Ça, ce sont des types de matières sur laquelle le frein va frotter pour s'arrêter. D'accord? Et le tambour aussi, ça, c'est un type de frein. OK? Donc, vous voyez ici, ça, c'est un frein à disque et ça, c'est un frein à tambour. OK? Ça aussi, c'est un frein à tambour. Maintenant, je passe directement aux accouplements. Alors, les accouplements sont de type élastique, oui. Conique, oh, oui. Il n'y a pas d'accouplement conique, hein. Attention ici, rigide, flexible, parce que trois types d'accouplement qu'on a vus. Hein, l'accouplement rigide, dans notre cas ici, dans le cas où les arbres sont alignés, d'accord, c'est le moins cher d'ailleurs, il est très utilisé puisqu'il est moins cher, mais le problème, c'est qu'il peut engendrer des vibrations. Élastique, dans ce cas, on a un défaut axial, donc on utilise un élément élastique intermédiaire, et dans le cas où on a des axes qui ne sont pas alignés et qui ont un défaut important, dans ce cas-là, on va chercher à utiliser un accouplement flexible. D'accord? Donc voilà. Donc,
élastique, conique, rigide et flexible. Très bien, je passe à la question numéro 4. Les embrayages sont de forme. Alors, les embrayages, est-ce que vous avez cylindrique, conique, plane, mobile? Alors, la forme, donc tout d'abord, je cherche, je lis bien la question, c'est la forme que je cherche. Ici, mobile, ça, c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement, hein, il est mobile, d'accord? Donc, c'est à éliminer complètement. Et plane, oui, il peut être conique, oui, il peut être cylindrique. Donc, on va voir les types de ces types-là qu'on a déjà vus. Donc, ça, c'est le plane. Donc, vous voyez, la surface, elle est plane. D'accord? Donc, dans notre cas, ici, si on vous demande de calculer le couple, c'est celui-là. Donc, le couple à calculer, c'est N fois le fort, cet effort-là, presseur, fois F, c'est le frottement, fois le rayon moyen. Donc, le rayon moyen, on a la formule à calculer. Attention ici aux unités, si on vous demande de calculer le couple. D'accord? Bien, ça c'est un type d'embrayage plane. Bien, alors je passe maintenant à conique. Donc, vous voyez ici la forme conique. Donc, ici, on reprend toujours la même formule, mais cette fois-ci, on va diviser par un sinus bêta, bien sûr, qui est l'angle qui est, voilà, donc c'est la même formule, seulement ici, on divise par sinus bêta, puisqu'on a ici une inclinaison. Donc, tout ce calcul-là, on l'a déjà vu, donc il faut revoir ça. D'accord? Alors, le troisième type c'est conique, oui, alors déjà, on l'a vu. Alors, le troisième, c'est le cylindrique. Oui, ça existe aussi un cylindrique. Et dans ce cas-là, vous voyez que le couple, c'est très simple. C'est voilà, on calcule le couple, c'est N. D'accord? Alors, N, c'est la normale, c'est l'effort normal, fois F, c'est le frottement, coefficient de frottement, c'est la tangente alpha, fois R. R, c'est le rayon, ce rayon-là, puisque ici, on a une seule garniture, on n'a pas plusieurs garnitures, donc on ne va pas multiplier par petit n. Et ces petit n, c'est le nombre de surfaces de contact. Ok, le nombre de surfaces de contact. Très bien. Ok, cylindrique, conique, plane, très bien. Alors maintenant, on passe au suivant, les questions suivantes. Dans notre cas ici, la commande d'un embrayage peut être mécanique, oui, il peut être hydraulique, oui, sans fil. Alors ça, c'est pas encore, ça sert à rien de mettre un embrayage sans fil. Automatique, oui, ça existe. Ok, d'accord. Donc la réponse est celle-là. Alors la hauteur de la dent d'une roue cylindrique à denture droite. Alors ici, il faut calculer la hauteur, HA. H, plutôt H. H égale à 2,25 fois M. Déjà, on vous a donné déjà la formule, c'est déjà calculé. Donc, il suffit de prendre 5 et multiplier par 2,25. Ça va donner quoi? Ça va donner 11,25 mm. Donc, il faut faire ce calcul. L'anthrax dans un engrenage de droite à contact extérieur, l'anthrax, on sait le contact, c'est D1 plus D2 sur 2. Ça, c'est la formule en général. Mais on peut la simplifier en mettant R1 plus R2. C'est tout simplement. D'accord? Donc, vous avez ici le schéma qui vous montre l'anthrax. Voyez. Alors, le rapport de transmission dans un engrenage à denture droite, c'est égal à quoi? Égal, bien sûr, donc, le diamètre d'entrée sur le diamètre de sortie. Égal à N entrée. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. Et ça, c'est juste. OK? Très bien. Je passe maintenant. Une rainure permet parfois de recevoir quoi? Alors, on va voir ici l'exemple. Donc, la rainure, c'est celle-là. Il reçoit quoi, une rainure? Je ne peux pas recevoir une copie. Une copie, elle a une forme cylindrique, rondelle cylindrique, cyclipe cylindrique. Mais dans ce cas-là, c'est la clavette qui va recevoir. Un trou. Alors, dans notre cas-là, à notre cas, voilà, un trou, c'est celui-là, c'est le trou-là. Et ça, ce sont des goupilles. Voilà, une goupille. Voilà, on coupe une goupille, d'accord? Alors, un trou permet parfois de recevoir quoi? Un rondelle? Non, il ne peut pas. Une glavette non plus. Un circlip non plus. Une goupille, oui, c'est très bien, une goupille. Alors, une goupille permet de réaliser quoi? Est-ce que permet de réaliser le déplacement? Non. Une liaison fixe? Oui. Un centrage? Oui, il se peut. La fixation? Oui aussi. D'accord? Donc, toutes ces solutions-là sont possibles. Le système vis-écrou permet de faire quoi? Est-ce qu'il réduit la vitesse? Non, il ne peut pas réduire. Est-ce qu'il augmente? Non plus. Est-ce qu'il va transformer? Oui, il peut transformer. Est-ce qu'il va fixer? Oui, on peut utiliser le système vis-écrou pour fixer des pièces. Maintenant, la rotation d'une vis à θ en radian provoque un déplacement x à quoi est égal? Donc, égal, ça, c'est une formule, égal à θ fois le pas divisé par pi. Le symbole, ce symbole-là, quand vous voyez le symbole, vous avez une flèche ici.
Hein? Cette inclinaison-là, il passe vers où? Alors, je le vois, il passe vers la droite, la gauche plutôt, il passe vers la gauche, donc ça, c'est un filetage à gauche. Alors, la rotation de la vis, dans notre cas ici, vous voyez ici que c'est une vis droite, parce qu'il tourne, on lui tourne à droite. D'accord? Si on lui tourne comme ceci, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir oui, un rapprochement. Oui, on rapproche. Et ça permet aussi de faire quoi? De faire un assemblage. OK? Voilà, donc la question suivante, ça aussi c'est très simple, là, en cas de rotation de puissance. Alors, en cas de rotation, la puissance, dans le cas de rotation, la puissance est égale à C fois oméga. Et dans le cas de la translation, bien sûr, c'est la force fois la vitesse. Mais dans notre cas, c'est C fois oméga. Un moteur électrique permet de délivrer quelle énergie? Un moteur électrique, on lui donne de l'énergie électrique. Il fournit quoi? Il fournit une énergie mécanique, bien sûr. D'accord? Dans la chaîne d'énergie est constituée de quoi? La chaîne d'énergie est constituée d'alimenter, hein, distribuer, convertir, etc. D'accord? Il n'y a pas de traité. Hein. La fonction traité existe dans la chaîne d'information. Faites très attention, s'il vous plaît, dans ce cas-là. Ce sont des questions très simples. Alors, cette pièce-là qu'on voyait ici, alors ça, c'est un circlipse, oui. Alors, est-ce que c'est pour l'extérieur ou l'intérieur? Alors là, on va l'écarter vers l'extérieur, donc c'est un extérieur. C'est un circlipse extérieur. Et la réponse aussi, rondelle élastique, oui, plutôt anneau élastique, oui, c'est un anneau élastique. Donc les deux réponses sont justes. Anneau élastique, attention ici, c'est pas rondelle élastique, pardon, c'est une erreur, mais c'est un anneau élastique. D'accord? Donc, j'ai pas pu le corriger. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez tenu compte de toutes ces informations et tenez-vous bien et bon courage. Merci.